il y a 3 ans et demi, j'ai été contacté par des syndicalistes de la CGT qui avaient publié une brochure sur les conditions de travail des nettoyeurs qui travaillent dans les sous-sols de la Défense. Alors, ils voulaient voir ce qu'ils pensaient que je pourrais éventuellement faire un documentaire sur ça. Mais je ne fais pas du tout ce type de documentaire. Et en même temps, j'étais très intéressé par ce qu'ils me racontaient. Pourquoi? Parce que les conditions de ces personnes sont des conditions évidemment extrêmement pénibles. D'abord, 99,99%, pour ne pas dire tous, sont des travailleurs sans papier, donc sans aucune protection légale d'aucune sorte, sans protection non plus, ils n'ont pas de combinaison de travail, de chaussures de sécurité, de masques et de gants. Ils travaillent comme ça. Et les produits qu'ils utilisent sont des produits extrêmement toxiques. Alors quand j'y suis allé les voir, c'était amusant parce qu'ils m'ont dit « Ah non, mais c'est biologique ». Ah bon? Ils m'ont fait voir la bonbonne biologique autour, il y avait une tête de mort partout. Je dis « Oui, c'est biologique, c'est particulier ». Donc ils m'ont raconté ça. Alors les conditions, forcément, d'abord, c'est un travail qui commence très tôt, qui est extrêmement pénible, c'est en sous-sol, il y a de la poussière, il y a de la saleté, il y a tout ce que l'on veut. Et puis s'ajoute à ça que dans ces sous-sols de la Défense vit toute une population qui rajoute à la difficulté du travail. Pourquoi? Parce que je suis allé un matin avec les nettoyeurs à 4 h du mat pour voir ce que c'était vraiment. Au fond, pour vérifier un certain nombre d'hypothèses qui me sont tout de suite venues à l'esprit lorsqu'on m'a parlé de ça. Au -7, on était dans un ensemble de 4 tours, avec un parking qui servait aux 4 tours. Au niveau -7, il y a des clochards sédentarisés qui vivent là. Certains ne sortent jamais, il y en a qui sont les pourvoyeurs, qui vont chercher de quoi manger et de quoi boire. Ils sont là. Et ces gens-là ont quasiment perdu le langage, c'est-à-dire qu'à part des injures, des grognements, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, pardonnez-moi, mais ils ont un moyen de défense pour empêcher qu'on approche qui est assez redoutable, surtout à 4 h du matin. Leurs techniques, ils sont dans un fond dans les cartons, et partout ailleurs, ils chient partout, ils pissent partout. Donc, on en prend plus avec son nez qu'avec une pelle. Mais on n'approche pas. -6, -5, c'est les junkies qui sont dans les vides architecturaux. Alors là, il y en a qui fument du crack ou qui fument un truc pire encore qui s'appelle la flaca. Terrible, terrible drogue. Il y en a qui se piquent, ça j'en ai pas vu. Mais voilà, ça c'est -6. -4, -3, là on trouve les travailleurs africains et les travailleurs des pays de l'Est. Des camions viennent chercher le matin pour les emmener sur les chantiers. Et puis au -2, mais ça je ne l'ai pas vu puisque c'est un autre endroit, ils m'ont raconté par exemple qu'il y avait un couple qui vivait dans sa voiture. Et en fait le frère et la sœur travaillaient dans la tour au-dessus. Donc des travailleurs pauvres. Et ça, bien entendu, je trouvais que c'était une piste incroyable pour la littérature. Pourquoi? Parce que il y avait tous ces sous-sols où, au fond, ce qui se jouait, c'était le langage. Parce qu'on ne parlait pas du tout de la même façon à -7, -6, -4, -3. Mais on ne parlait pas non plus. Dans les 38 étages au-dessus de la tour, il y avait des choses aussi différentes. Parce que les gens qui sont de l'accueil ne parlent pas de la même façon que les DRH, ne parlent pas de la même façon que la direction générale, les publicitaires, etc. Donc, il y avait une approche de ce monde par le langage. C'est ce que j'ai expliqué aux gens de la CGT, c'est que autant par l'image, je ne voyais pas ce qu'il y avait à faire, ça ne paraissait pas, en tout cas pas moi, autant je trouvais que sur le plan littéraire, j'étais là sur un terrain qui était le mien absolument, parce que j'allais faire vivre un monde à travers sa langue, à travers ce qu'il se passait. Donc voilà comment est née la tour abolie. Elle est née de cette rencontre et de cette visite. Après, je n'avais plus besoin d'autre chose. Parce que quand les gens de la CGT m'ont expliqué les conditions, j'ai tout de suite posé 2 questions. La
première qui vient à l'esprit, mais c'est de quoi vivent ces gens? Comment font-ils? Et là, il y avait à ce moment-là, à cet endroit, un hôtel Ibis dans les 4 tours, et puis au pied d'une autre tour, il y avait une boulangerie Paul avec derrière un petit supermarché. Donc les gens des sous-sols se nourrissaient évidemment des déchets et de l'hôtel et de la boulangerie, et un peu moins, mais quand même, du supermarché. Puis la police est intervenue pour faire cesser ça. Alors d'abord, ils ont fait mettre de l'eau de Javel dans les poubelles. Pourquoi? Parce que la théorie de la police, c'était que si on peut se nourrir, eh bien ça va d'une part, ça va continuer, et puis ensuite ça va en faire venir d'autres. Alors ils ont d'abord fait mettre de l'eau de Javel dans les poubelles, et puis comme c'était pas suffisant, ils les ont fermés au cadenas. Ça n'a pas eu du tout l'effet escompté, ou en tout cas ça a eu un effet tout à fait différent de ce qui était escompté. Parce que, soudain, les parkings qui, dans la journée, étaient absolument sans danger, eh bien, ont vu sortir de terre ces gens qui tout simplement devaient se nourrir et qui guettaient si tel ou tel faisait des courses ou revenait avec un caddie ou revenait avec quelque chose. Évidemment, il y a eu des agressions, il y a eu une violence, c'est-à-dire que à la fois ça n'a pas réussi à faire partir ceux qui étaient là et ça a fait monter la violence de 200%. Donc ça, c'était une chose qui m'intéressait aussi beaucoup, la question de la faim. Et j'aurais pu, si le titre n'était pas déjà pris en plus par quelqu'un qui a mal tourné, Knut Hamsun, qui a fini nazi, mais qui a eu le prix Nobel de littérature pour un livre qui s'appelle La faim, qui est un livre magnifique. Après, oublions le personnage. J'aurais pu l'appeler comme ça. Donc, il y avait cette idée de la faim et qu'on pouvait décliner de toute manière, parce qu'il y a la faim qui vous prend aux tripes, et puis il y a aussi la faim de pouvoir, de domination, parce que ce qui se joue dans les étages supérieurs, c'est de conquérir la place de numéro 1, c'est de ne pas rester simplement un cadre supérieur et forcément, même très bien payé, subalterne. Donc il y a tous ces degrés, on peut épuiser toutes les définitions de la faim. Et puis d'un autre côté, il y avait ces questions du langage, parce que je voulais faire vivre les personnages à travers leur langue. Non pas en les typant, en disant, c'était pas comme, je sais pas, dans des pièces de Molière où on fait parler les paysans en disant « Oh, bah oui, bon voilà hein ». Non, ça c'est du typage, j'ai pas fait du tout ça. Ils parlent, enfin, le livre est écrit de façon, je dirais, classique d'une certaine manière, simplement ça avance par la langue, parce qu'il y a dans le livre des formes littéraires qui s'opposent autant que s'opposent et les strates dans l'histoire que les personnages eux-mêmes. Et comme forme littéraire, il y a, par exemple, il y a un des personnages, qui est la femme d'un des cadres supérieurs, qui tient un blog. Ce blog, c'est une forme littéraire. Il y en a une autre qui donne des cours de français à un type qui travaille au self et qui lui fait apprendre de la poésie. C'est une autre forme littéraire. Il y a quelques échanges de correspondance, c'est une forme littéraire. Il y a un des personnages qui tient un journal, c'est une autre forme littéraire, etc. Mais tout ça ne fait qu'un seul et même récit. Hein. Il ne s'agit pas de faire une sorte de patchwork de ça. Et c'est pour ça que, aussi surprenant que ça puisse paraître, pour moi la référence littéraire, enfin l'image, ce que je poursuivais, en réalité s'apparente, ça va peut-être vous paraître étrange, mais en tout cas pour moi, s'apparentait à la poésie en prose. C'est-à-dire un texte où il ne fallait pas qu'il y ait la moindre erreur de rythme, aussi bien dans le discours managérial du 38e étage que chez une junkie qui parle de comme on fait du rap ou du slam. Tout ça, c'était une seule et même langue. Parce que, bien entendu, la figure tutélaire, si je puis dire, c'était la figure de la tour de Babel, où au début, tous les hommes parlent la même langue et soudain ne se comprennent plus. Voilà le cadre général du livre. Vous avez 4 connotations, c'est C'est bon, quoi.
Non, mais le centre de, je vous disais, le centre de la Défense, je connais effectivement. Il faut parler dans le micro. Le centre de la Défense, j'ai eu l'occasion d'y aller pour manifester, pour défendre la Convention 55-66, et c'est assez redoutable, quoi. Parce qu'on a l'impression ces hommes tous en uniforme avec tâche-caisse, c'est un peu bizarre, quoi. Puis c'est très froid comme lieu. Bon, enfin bref, donc effectivement, c'est bien la Défense. Bon, la question, est-ce un roman, est-ce une fable, c'est les deux. Ouais. Oui, non, c'est pas du tout une fable, c'est vraiment un roman, et un roman réaliste. J'aime beaucoup la formule de Jules Renard, à qui on demandait de se définir, il se définissait comme un écrivain réaliste. Et il précisait, un écrivain réaliste, un écrivain que la réalité dérange. Eh bien, je me sens absolument dans cette perspective-là. Je suis un écrivain réaliste que la réalité dérange. Vous avez décrit la partie supérieure où il y a un magasin, où il y a une boulangerie, pardon. Et c'est un métier, ça viendra avec les jeunes. Hein. Oui. Et il y a aussi un self. Oui. Parce que finalement, toute l'histoire se cristallise autour de ce self. Je vous laisse faire. Donc il y a cette question de la fin. Et dans cette tour, il y a un self pour l'ensemble du personnel. Et le directeur financier va proposer de supprimer ce self, qui n'est pas assez rentable, de le remplacer par une salle de sport, puisqu'il a trouvé un futur locataire et que les revenus de cette salle de sport seraient très supérieurs au self. Et donc, on va finir par fermer le self. Mais là aussi, ça ne va pas se passer comme l'imaginait la direction. Parce que là, d'un seul coup, on va voir quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors, c'est-à-dire la réunion des personnes des sous-sols et ceux des étages. Parce que ceux des étages, les employés de cette tour magistère, qui est une tour d'assurance, vont descendre au self et s'apercevoir que le self est occupé et qu'il ne sert plus à manger. Et ceux des sous-sols vont monter puisqu'ils ont entendu qu'il se passait quelque chose là-haut et qu'il se passait quelque chose justement à l'endroit où on mange. Et là, il va y avoir soudain une fraternisation de fait entre ces personnages, et c'est là que l'histoire va basculer et que l'action démarrera vraiment et fera tout exploser. Cette histoire du self, dans le micro. Cette histoire du self, toute l'histoire se cristallise autour de ça, autour de la nourriture, du manger, de ce qui permet de vivre finalement, voire de survivre même. C'est une lutte incessante au prix de beaucoup de malheurs, de compromission. Ça fait penser, ceux qui sont en dessous, un peu des chasseurs-cueilleurs des temps modernes, quoi. Ils sont à la recherche de nourriture, quoi. Ils ont faim. Oui, enfin, c'est pas... Excusez-moi, je me suis enrhumé à la gymnastique. C'est pas exactement des chasseurs-cueilleurs. Mais oui, ça peut s'y... Non, mais parce que... C'est la quête de la nourriture. C'est la quête de la nourriture. Parce que les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire vivaient dans une société d'abondance. Il y a un essai d'un anthropologue qui s'appelle Marshall Salins qui a bouleversé totalement l'anthropologie en démontrant que les chasseurs-cueilleurs travaillaient au mieux 4 heures par jour, au plus parfois 2-3 jours par semaine, et vivaient dans une société d'abondance. Alors, ça dément toutes les théories néolibérales sur la nécessité de travailler toujours plus, de faire des semaines de 45 ou de 48 heures. Et ce qui est très étrange, c'est que cette réflexion de Marshall Salins rejoint une chose très contemporaine, un discours qu'a fait le président d'Alibaba, qui est le plus grand fournisseur au monde de vente en ligne, qui a fait à Boston, je crois, un discours devant ses pairs pour expliquer qu'il fallait se préparer à ce que désormais on ne travaille plus que 4 heures par jour et 4 heures par semaine. Donc c'est étrange de voir ça. Mais là, on est dans un cas un peu différent, dans la mesure où, s'ils sont des chasseurs-cueilleurs, c'est des chasseurs-cueilleurs en période de disette absolue. Cette histoire de haut et d'en bas, ça m'a fait penser à la formule de Raffarin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a utilisé ceux d'en haut et ceux d'en bas.
Ah bah oui, la France d'en bas, mais ça c'était une chose absolument ignoble, je veux dire, parce qu'évidemment ça présupposait qu'il appartenait pas à y la penser, France on ne peut d'en pas bas. y penser, ça vraiment, alors là, bon. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de la richesse de ce roman, c'est la description politique et sociale d'un monde, d'une société qui se désagrège, ceci au profit d'une caste, d'une oligarchie, que vous décrivez bien. Ça a eu des classes finalement. Oui, Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui. Parce que finalement tout ça va se cristalliser par des complémentarités de combat, de lutte. Ils vont se regrouper tous, les travailleurs à l'extérieur qui travaillent dans les chantiers, ceux qui travaillent pour le CEF, etc., etc. Et tout le monde va se regrouper. Enfin, là, il y a une chose très particulière, parce que pendant tout un moment du roman, en réalité, on ne voit que ce qui se passe dans les étages supérieurs de la direction et ce qui se passe dans les sous-sols. Ceux qui sont les salariés, ceux qui on appelle, c'est devenu un lieu commun, la classe moyenne, n'existent pas. Elle n'existe pas. On est dans une société où il y a, pour parler simplement, des très riches et des très pauvres. Et entre les deux, il n'y a rien. Sauf qu'ils vont apparaître dans l'histoire justement au moment où le self sera en grève et occupé par ça. Donc on est là dans une forme nouvelle, je dirais, de lutte sociale, parce qu'on n'est pas dans un système, je dirais, classique, avec, bien sûr, il y a des syndicats, mais on sent bien qu'ils n'ont pas une grande importance, ils essayent de faire quelque chose, mais bon, c'est pas tellement la culture de la maison. Évidemment, dans les sous-sols, c'est chacun pour soi, et c'est vraiment la lutte pour la vie. Et donc, là aussi, on est dans une forme nouvelle d'expression du conflit social. Et je pense que ça nous dit aussi quelque chose sur la société dans laquelle nous sommes. Vous savez, j'ai une grande dette vis-à-vis de Balzac, pour deux choses. Dans le début du livre, on voit l'inauguration de cette tour magistère et puis on découvre justement tout, la présidence, le directeur commercial, le numéro 2, etc. etc. Et j'ai indiqué pour chacun d'eux ce qu'était leur revenu. Voilà ce que et c'est une idée que j'ai tout simplement lue dans Balzac, qui faisait très systématiquement ce genre de choses pour présenter ces personnages. J'ai trouvé que c'était une chose absolument magnifique. Et donc, puisque depuis que l'écriture existe, il n'écrit qu'un seul livre, je pensais que je pouvais reprendre ça à mon compte et moi aussi indiquer les revenus des personnages pour les décrire, plutôt qu'en faire un portrait psychologique ou physique. Puis la deuxième chose où je me sens proche de Balzac, c'est que Balzac prétendait être le meilleur historien de son temps. Alors, je ne pousserai pas l'arrogance jusqu'à me prétendre le meilleur historien de mon temps, mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose, que si dans 50 ans, on s'intéresse à savoir ce qu'était la situation de la France, disons sommairement entre 2002 et 2030, on aura beaucoup plus intérêt à lire les romans que j'aurais écrits plutôt que de lire les 200 essais qui paraîtront sur la question. Parce que le roman a une place absolument inestimable. D'abord, je crois que le roman est aujourd'hui le seul lieu véritable de liberté d'expression. Vous voulez écrire un roman de 500 pages, vous l'écrivez, vous voulez faire 150 pages, vous l'écrivez. Le roman, c'est ça. Et puis, le roman est comme une sorte de torrent qui charrie des histoires, bien sûr, de l'histoire avec un grand H, du pouvoir, du savoir, des devoirs, enfin toutes les rimes en war que vous voudrez. Bon, bien sûr, le sommet indépassable, d'une certaine manière, c'est Victor Hugo, mais aussi Eugène Sue. Mais pourquoi? Parce que le roman, d'abord, a cette générosité, cette ampleur, et ce qui permet de voir le monde différemment. Et puis surtout, le roman invente un lecteur ou une lectrice intelligente. Pourquoi? Mais parce que les grandes questions dont nous pourrions débattre ici, la précarité, la misère, le chômage, les managers contemporains, la quête du profit, les rapports de pouvoir, etc., dans un roman, ça s'incarne.
ce ne sont pas ce sont des individus qui portent ça sans qu'il soit nécessaire d'en commenter l'action. Et en tant que lectrice ou en tant que lecteur, vous-même, vous vous trouvez confronté à ces individus qui prennent une réalité. Et dans cette confrontation, eh bien, vous trouvez là de quoi finalement comprendre peut-être avec plus de pertinence, plus de lucidité le monde dans lequel nous sommes. Puisque, mais là j'enfonce une porte ouverte, vous savez comme moi qu'on se lit soi-même dans un roman. Bien, je crois que c'est là la part vraiment importante du roman, que c'est cette façon de dire le monde. Et c'est vrai que la France, malheureusement, n'est pas très forte sur ce terrain-là. Si on regarde une année de production télévisuelle, cinématographique et romanesque, en se demandant ce que font les Français, il y a de quoi rire, parce que tous les hommes sont dans la police, ou dans la publicité, ou architectes, ou oisifs. Pour les femmes, celles qui ne sont pas dans la police, ça déplace pas le terme quand même, elles sont dans la publicité, mais pas du même côté de la caméra, call girl ou mère de famille, ce qui est d'ailleurs à peu près équivalent. Personne ne travaille jamais. Donc tout ce qui est de l'ordre du monde du travail est très très absent de l'imaginaire produit par le cinéma, la télévision ou la littérature. Et donc c'est aussi une sorte de combat d'arriver à imposer, d'écrire sur ces personnages qui sont des personnages comme vous et moi, qui sont des salariés, qui ont un métier, qui ont une culture, qui ont un savoir, qui ont des sentiments, qui ont une sexualité, enfin qui sont vivants tout simplement. Et je crois que c'est là que le roman est indispensable et que lisez ou relisez, si vous ne l'avez pas lu, Le Talon de Fer de Jack London, qui vient d'être édité chez Libertalia, une réédition absolument magnifique, et vous tombez raide de votre chaise en voyant comment les choses se passaient aux États-Unis en 1905 et comment ça sonne si puissamment sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc le roman est ça, le roman marche toujours, je crois, un pas en avant de la réalité. Ça finit toujours par arriver. Donc il faut être très attentif à ça. Et sur les formes nouvelles des conflits, sur la nécessité des affrontements ou les façons d'éviter les affrontements, eh bien sûr, c'est ça que le roman doit prendre à bras-le-corps et qu'il ne fait qu'en de rares occasions dans la littérature française. C'est un sketch à Bouglione. L'Olympia, il aurait beaucoup de succès. Il faut parler dans le micro. C'est un roman, c'est pas un roman rose, c'est pas un roman noir, c'est un roman politique et social. Oui. Et par ce roman, vous faites passer un certain nombre d'idées, qui sont bien sûr les vôtres, et vous abordez des questions telles que les ravages des politiques néolibérales, les conséquences que celles-ci entraînent, c'est-à-dire le management absurde dont je vous avais parlé, les inégalités, la précarité, la lutte des classes, des mondes parallèles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'analyse que vous faites de ce monde néolibéral? Vous le percevez, je le perçois comme une horreur absolue. Le néolibéralisme, c'est une idéologie. Alors, on la présente comme étant, justement, au contraire, neutre, ni de gauche, ni de droite. Vous savez, quand j'entends ça, à chaque fois, ça me fait un drôle d'effet, parce que l'année dernière, avant la campagne présidentielle, j'ai préfacé la réédition de textes de Mussolini en 28 et 29, où il définissait la doctrine fasciste. Et en 1929, la marche sur Rome, le slogan Mussolini, c'était « Ni gauche ni droite, en marche ». Ça faisait rêver. Non mais le néolibéralisme, c'est en fait assez simple à comprendre. Et si on voit la politique qui est menée actuellement, je ne vais pas développer longtemps là-dessus, mais juste, il suffit de voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que veut M. Macron et son gouvernement.
Bon, d'abord, bien entendu, servir l'intérêt privé contre le bien public. C'est une évidence. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, on veut une école pour les riches, l'apprentissage pour les pauvres. On veut un hôpital pour les riches, un mouroir pour les pauvres. Vous savez, genre Mère Teresa, c'est-à-dire vous mourrez sans soin, mais dans la lumière de Dieu. C'est ça qui est. On veut un train pour les riches et on veut des autocars pour les pauvres. Je pourrais continuer comme ça. C'est-à-dire que les choix du libéralisme sont évidemment des choix idéologiques qui reposent tout simplement sur l'idée que le terme ultime de la vie humaine, c'est d'augmenter sans cesse le profit que l'on peut obtenir. Voilà. Et donc, on voit bien dans la situation actuelle que, d'une part, bien sûr, nous ne sommes pas dans une dictature, fort heureusement, mais nous ne sommes pas non plus dans une théocratie, et encore, en discutant avec un chercheur américain qui est le président de l'université au large de Boston, je ne me rappelle plus son nom, il disait cette chose si juste, il disait, mais si, aujourd'hui on vit dans une théocratie, le Dieu est le Dieu profit, et il faut que chacun d'entre nous lui rende hommage et sacrifie à ça. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là en France, mais on n'est plus dans un système démocratique, on est dans un système post-démocratique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les citoyens sont considérés comme part négligeable. Vous vous souvenez tous du référendum de 2005, 55% des Français votent non, et 3 mois plus tard, on passe exactement le même texte sous le nom de traité de Lisbonne. J'ai été stupéfait qu'il n'y ait pas 5 millions de personnes dans les rues, parce que le message était clair, c'était « votez ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout et on fera bien ce qu'on a décidé ». Ce qu'ils ont fait, avec la complicité des socialistes d'ailleurs. Donc, oui, les Grecs, c'était aussi une autre histoire comme ça. Et même on est, et peut-être que je pousse le bouchon un peu loin, mais en tout cas, moi, je le pense comme ça. Je pense qu'on est aussi dans un système post-républicain. Parce que la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce n'est pas pour rien que l'égalité a été placée au centre de la devise. Parce que la liberté, bien entendu, chacun de nous y aspire, mais en même temps, on sait que la liberté poussée à son extrême amène l'oppression. Le capitalisme réclame pour lui une liberté absolue qui amène l'oppression. D'un autre côté, la fraternité, on dirait aujourd'hui la solidarité, c'est au fond le mode d'organisation auquel nous pouvons aspirer, mais comme l'homme n'étant peut-être pas vertueux par nature, ce n'est pas gagné d'avance. Donc il faut qu'il y ait au centre cette égalité qui à la fois qui garantit la liberté entre tous à part égale, et de l'autre côté qui structure cette solidarité ou cette fraternité. Mais cette égalité, elle est aujourd'hui détruite. D'abord, on tente par tous les moyens d'y substituer la charité. Hein, on dit c'est à vous de donner, c'est à vous de donner pour la recherche, c'est à vous de donner pour les restos du cœur, c'est à vous de donner pour le secours populaire, c'est à vous de donner, donnez. Soyez charitables. Mais la charité est l'ennemi de la liberté et de l'égalité. Parce que, tout simplement, la charité commence par valoriser celui qui donne, plus celui qui reçoit. Donc cette égalité, aujourd'hui, elle est brisée tout simplement parce qu'en France, on peut, une femme ou un homme, aujourd'hui, peuvent gagner en 10 minutes ce qu'un autre ne gagnera ou une autre ne gagnera jamais en une vie de travail. Donc l'écart est tellement immense. Semblait lire, je crois, que M. Bernard Arnault gagnait 6 000 € par seconde. Ça vaut le coup. Donc, il y a ça. Et je crois que c'est ça la situation aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a le discours qui est sans cesse répété à travers les médias, à travers les politiques, etc., qui est la célébrissime formule de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, mais des alternatives, il y en a beaucoup. Mais il faut pour cela à la fois
prendre conscience que le capitalisme n'est pas nécessairement la forme ultime de l'organisation humaine et que le marché ne se confond pas avec la démocratie. S'il y avait des rires enregistrés, je leur ai fait partir des rires enregistrés derrière, parce que quand on entend ça débiter avec beaucoup de sérieux, il faut vraiment que les interlocuteurs des politiques ou des représentants du MEDEF qui disent ça soient ou stupides ou achetés, pour ne pas dire, attendez, vous vous foutez de moi ou vous croyez réellement que je peux entendre une chose pareille? Donc voilà, ce néolibéralisme, eh bien, c'est une idéologie comme d'autres. Mais ce qu'on voit en ce moment très précisément, et ça, il faut aussi essayer de le voir d'un point de vue historique. Ce qu'on voit actuellement, et j'ai envie de dire que M. Macron est la cerise sur le gâteau, c'est la revanche de 1945. Pourquoi? En 1945, la plupart des industriels et des financiers français, toute une immense partie de la droite, avaient tellement collaboré avec les nazis qu'ils ont été obligés de faire profil bas et de laisser De Gaulle et les communistes mettre en place ce qu'on appellera l'État social. Ce qui d'ailleurs de la part de De Gaulle était d'une incroyable intelligence. Enfin, il prenait la réalité de ce qui s'était passé. Mais ces futurs néolibéraux, bien entendu, ne sont pas restés inertes. Alors il y a eu leur grand penseur qui s'appelait Hayek, qui a publié un livre qui a eu un énorme succès en 1947, dans lequel on trouve cette formule magnifique où il disait entre une démocratie qui récuse le marché et une dictature qui le soutient, je préférerais toujours une dictature. Ce que défend par exemple M. Alain Minc, qui en 2008, au moment de la crise, a dit c'est tellement grave qu'il faudrait certainement une certaine dose de dictature. Il s'est trompé sur tout et sur ça aussi. Puis il y a eu donc les monétaristes, le Mont Pèlerin, Milton Friedman, tous ces gens-là, qui ont travaillé avec beaucoup d'argent pour petit à petit reprendre le terrain perdu. Ils ont vraiment, ils sont apparus, je dirais, en plein jour et triomphants à partir du moment où Margaret Thatcher et Reagan sont arrivés au pouvoir en Angleterre et aux États-Unis, et ensuite en Angleterre avec Tony Blair, qui n'a été que le caniche de l'Amérique. Et aujourd'hui, M. Macron finit le boulot, j'ai envie de dire. Leur point de vue, c'est évidemment, et d'ailleurs ils le disent sans phare, parce que M. Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF, ou ça s'appelait peut-être encore CNPF, avait très clairement défini le programme qui était à mettre en œuvre, qui était de éradiquer tout ce qui avait été fait par le comité de la résistance. Donc c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre. Supprimer les services publics, tout passer au privé. On sait que ça ne marche pas. J'ai fait beaucoup de débats sur les cheminots ces temps-ci, et je me promenais avec une feuille de chou gauchiste qui s'appelle le Financial Times, où dans le Financial Times, l'auteur écrivait que 80% des Anglais sont pour la renationalisation du rail anglais, que 80% des trains n'arrivent pas à l'heure, que les accidents se multiplient et sont le plus possible écrasés, et que les prix ont triplé ou quadruplé. Alors, mais ça, bien entendu, on ne veut pas vous le dire à la télévision, parce qu'à la télévision, on nous dit que le privé, ce sera la beauté sur la terre. Mais non, il faut savoir que ce sera ça, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, un train pour les riches et des autocars pour les pauvres. Donc, voilà la situation politique générale. Enfin, je survole ça par le plaisir de la conversation, mais c'est bien contre ça que nous devons nous battre, et je pense que dans ce combat, justement, comme ça a été le cas en Angleterre sous Margaret Thatcher, eh bien, la place des romanciers, des cinéastes, des dramaturges, des poètes, des peintres, des musiciens, des artistes au sens large est essentielle. Parce que sous Margaret Thatcher, la vraie parole d'opposition n'est pas venue des travaillistes, qui étaient soit paralysés, muets ou corrompus,
elle est venue justement des artistes. Madame citait Ken Loach, oui, bien sûr, Ken Loach, Alan Silito, John Berger, enfin il y en a eu beaucoup, les punks, Elvis Costello, tout cela. Quand Harold Pinter écrivait dans le Guardian, même lorsqu'il publiait des poèmes dans le Guardian, c'était d'une efficacité et d'une violence et d'une précision 100 fois supérieure à n'importe quelle déclaration politique d'un représentant du Parti travailliste. Mais je pense qu'en France, nous sommes aujourd'hui dans une position finalement assez comparable. Et je suis très content, ce que je disais au début, de voir que cette idée de cagnotte pour les grévistes, puisque ça va s'élargir au-delà des cheminots, c'est parti d'une initiative d'écrivains et de cinéastes. Et ça s'élargit et ça s'élargira encore. Mais c'est très bien, c'est notre rôle. Nous avons, puisque au moins notre rôle, c'est finalement de nommer les choses par leur nom. Or, vous savez comme moi que le combat pour le langage est absolument fondamental aujourd'hui et que le néolibéralisme produit vraiment sans relâche des mots qui disent exactement le contraire de ce qu'il désigne. Le chef-d'œuvre absolu étant bien entendu le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un plan de licenciement. C'est merveilleux, le type qui a pensé ça, on pourrait le décorer ou faire rentrer à l'Académie française. Donc, il y a ça. Et moi, je crois que le rôle de l'écrivain, le rôle du cinéaste, je vais vous dire, en Suisse, on m'a raconté un apologue, un petit apologue que je trouve extraordinaire. C'est le directeur de la fondation Bodmer qui m'a raconté ça. L'apologue est le suivant. C'est l'histoire d'un juif très bien de sa personne, très riche, très intelligent, qui tous les jours se regarde dans un grand miroir et se trouve toutes les qualités de beauté, d'élégance, d'humour, de fortune. Puis passe un rabbin qui efface le teint du miroir. Et soudain, ce juif si riche, si prospère, si élégant, découvre la réalité du monde. Mais je crois que le travail de l'écrivain ou le travail du cinéaste, c'est ça, c'est d'effacer le teint du miroir, des miroirs que l'on vous tend tous les jours, en vous disant « regardez-vous vous-même », là encore, comme Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille. Oubliez toute idée de solidarité, oubliez toute idée de mutualisation, oubliez tout ça, ne pensez qu'à vous-même, et là, vous aurez quelque chose. Bien entendu, c'est pure propagande, pur mensonge, pure idéologie. Mais il faut, justement, par les moyens artistiques, arriver à effacer ce teint du miroir. Mais contrairement à beaucoup de romans où les gens parlent d'eux-mêmes, vous parlez surtout de politique, vous parlez surtout de politique, vous parlez de vous. Et je trouve que l'idée qu'il y a dans le livre sur l'allusion au fascisme, je trouve que c'est intéressant parce que le néolibéralisme, il faut effectivement bien définir ce que c'est une idéologie, certes, mais c'est aussi une forme de totalitarisme comme peut être le fascisme. Oui, absolument. On détruit des réglementations qui protégeaient les gens, et on met à la place des normes individuelles qui enferment au contraire les gens. Donc il y a vraiment un changement au nom de la concurrence, bien sûr. Oui, mais ce qui est important, je reviens sur ça, c'est que dans un roman, cette dimension politique, analytique, etc., elle n'est jamais dite comme telle. Elle est à travers le mouvement qui anime les personnages, à travers leurs pensées, à travers leurs sentiments, à travers leurs doutes, à travers leurs enthousiasmes, etc. L'histoire est racontée. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un commentaire. D'ailleurs, il y a une chose qui m'amuse toujours, c'est que très souvent, dans les commentaires sur mes livres, peut-être à cause de la rime, on compare mon travail à celui de Zola. Alors, ça me fait rire parce que, ayant lu Zola, je peux le dire, je n'ai rien à voir avec Zola. Sur le plan littéraire, je trouve magnifique ce qu'a écrit Zola, mais ça ne me dit rien. Pourquoi ? Parce que Zola appartient à une tradition littéraire très différente, très française, j'ai envie de dire, où l'auteur est le personnage omniscient qui fait partager à ses lecteurs
les mouvements du cœur, les mouvements de l'intelligence, la parole de ces personnages, mais qui intervient sans cesse pour diriger l'action, pour la mener, pour la reprendre, pour la faire avancer, pour faire une pause, etc. Ça, c'est une forme littéraire très spécifiquement française, qui a donné des chefs-d'œuvre. Moi, j'appartiens à une tradition littéraire tout à fait différente. Et si je me reconnais une dette, c'est plutôt en me tournant vers les écrivains américains comme John Dos Passos ou comme Steinbeck ou des gens comme ça, où je me sens en famille, si je puis dire, parce que dans mes livres, il n'y a pas de commentaires, il n'y a que de l'action et encore de l'action. Les personnages ne sont jamais décrits et chacun peut s'y reconnaître, se l'inventer. Ils existent par la parole, ils existent par le verbe, mais ils n'existent pas, on ne dit pas celui-là, ou alors si ça a une utilité dramatique parce qu'il faut que le type soit gros pour ne pas passer dans la porte étroite, mais bon, ça peut être la seule chose. Et donc moi j'appartiens à cette tradition littéraire, et notamment John Dos Passos par exemple, qui dès les années 30 avait compris ce côté torrentiel du roman, capable de charrier à la fois tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, n'hésitant pas à faire des citations de journaux, de biographies, de choses comme ça, c'est-à-dire à nourrir son texte de tout ce qui est le réel, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'invention, l'invention est dans le choix de ce qu'il montre. Et surtout, il y a chez Dos Passos quelque chose que j'admire beaucoup, qui est d'une part la capacité à mener des actions simultanées. Il se passe beaucoup de choses en même temps dans beaucoup de lieux différents. Ça, oui, ça c'est magnifique. Et puis, il a aussi, je crois, avant tout le monde, entendu la leçon du cinéma. Et donc, on lit un livre de Dos Passos, finalement presque comme on voit un film, avec toujours l'envie de voir une page de plus et une page de plus, parce que, bien entendu, dans le fantasme de tous les écrivains, je pense qu'il y a ça, il y a la lectrice ou le lecteur idéal qui prend un livre, qui l'ouvre et qui va jusqu'au bout dans un seul mouvement. Mais il faut avoir en tête cette lectrice ou ce lecteur idéal pour justement écrire en se disant, eh bien oui, je raconte l'histoire, je donne tout ce qui est nécessaire à mieux la comprendre, à mieux l'apprécier, et surtout, je maintiens le suspense. Je reste toujours pour qu'on se dise, ah, mais alors je tourne encore une page. Dans votre roman, plus on avance, plus on voit la folie pénétrer tous les étages, quoi. Bon, il y a la folie du bas, Nelson en particulier le personnage de Nelson, bon, c'est un accident de la vie, ça s'appelle comme ça maintenant, l'accident de la vie, et les mutuelles, les assurances reprennent ce terme, mais non, c'est des accidents de la vie. Bref, il relève de la psychiatrie, clairement. On s'aperçoit que les personnages du bas sont fous, beaucoup, mais ils ont été rendus fous. Ils sont fous parce que beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, parce qu'il y a un manque de relations sociales et qui entraîne des troubles, ce qu'on appelle les troubles en psychiatrie, qui peuvent aller même jusqu'au meurtre. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le bas qui disjoncte. On s'aperçoit en avançant dans le roman que en haut, ça commence à disjoncter sérieux aussi, quoi. Voilà, et je trouve ça bien intéressant. Non, je vais dire un mot sur Nelson. Non, je suis d'accord avec votre analyse, hein, c'est effectivement ça. Mais c'est là aussi, ce sont les situations que vivent les personnages qui les ont rendus fous. Je crois qu'on suit bien ça, on comprend bien. Le personnage de Nelson, qui est pour moi le héros de cette histoire, est au début de l'histoire un cadre supérieur. Terrible ce personnage, terrible. On ne va pas tout dire, mais non. C'est un cadre supérieur dans cette assurance. Et puis, là aussi, on va décider puisque les actionnaires trouvent que le rendement n'est pas suffisant, donc on va augmenter le plan social qui déjà avait été prévu, et lui va faire partie de ceux qui vont être mis dehors. Et à partir de ce moment-là,
tout va dégringoler pour lui, mais comme malheureusement ça arrive dans la réalité, c'est-à-dire qu'il va perdre bien entendu son emploi, qu'il va finir par divorcer avec sa femme, qui va d'ailleurs repartir vivre loin de lui, avec les enfants, et puis il va se trouver au fond sidéré par ce qui lui arrive, incapable de comprendre pourquoi. Il sera poursuivi pendant tout le roman par cette simple question « pourquoi ?» Et donc il va descendre, alors qu'il appartenait aux étages supérieurs, il va descendre jusqu'au plus profond. Et j'ai un ami peintre qui m'a fait une lecture allégorique de ça, auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai trouvé finalement assez marrante. Il m'a dit, mais le PDG Robsen, celui qui dirige cette assurance, c'est l'image de Dieu, puisque au fond c'est lui qui décide de tout, qui décide des carrières, qui décide des places, qui décide, etc. C'est Dieu. Et Nelson, c'est l'ange déchu, celui qui était promis à quelque chose et qui va descendre les 7 cercles de l'enfer comme dans la Divine Comédie. Et je pense que, bien sûr, c'est une analyse symbolique ou métaphorique, mais c'est assez bien vu. Parce que le personnage de Nelson, dans sa folie, puisqu'à bout d'un moment ça va devenir très grave pour lui, il est aussi justement un personnage qui nous ressemble. Parce que je fais toujours très attention dans mes livres à ce que le livre ne juge pas les personnages. C'est-à-dire que tous existent comme nous existons. Et Robsen, le PDG, ou que ce soit Saphir, une petite junkie, eh bien, ils sont avec, là aussi, leurs émotions, leurs peurs, leurs doutes, leurs pensées, leur sexualité, leurs actions, etc. Ils ne sont pas simplement désignés ou réduits à ce que l'extérieur pourrait en voir. On pourrait se dire, le PDG, mais c'est une sorte de figure monstrueuse du pouvoir économique contemporain. Mais si c'était ça, ce serait un livre de propagande, c'est ridicule. Le personnage du PDG, là, est un personnage qui vit dramatiquement ce qu'il vit, autant que les autres le vivent. Pareil, j'ai cité Saphir, qui est une petite junkie qui vit au 7e sous-sol et qui se prostitue occasionnellement, etc. On ne peut pas simplement la ramener à ça. Elle est un personnage bien plus grand que ça, parce qu'elle porte en elle, par ses désirs, par sa vision du monde, par sa langue, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y ait finalement sans cesse ce tremblement profond de la vie qui nous anime les uns et les autres, quelle que soit la place que l'on occupe dans la hiérarchie sociale. Ceci dit, il y a des connexions qui se font entre le haut et le bas aussi. Oui, il y a des connexions entre le haut et le bas, bien sûr, forcément, parce qu'il arrive que les personnages se rencontrent. Justement, Saphir, qui se prostitue parce qu'elle est une droguée et qu'elle a une dette, a des relations avec un des cadres supérieurs, des très hauts cadres supérieurs de cette assurance, si haut cadre qu'il en deviendra d'ailleurs le numéro 2. Voilà, et puis il y a aussi un personnage tout à fait étonnant qui est à l'accueil, qui s'appelle Peggy, et qui est tout simplement un peu la blonde de service. C'est une jolie fille, comme elle est jolie, on pense qu'elle est idiote. On pense aussi que c'est pas très difficile d'avoir une aventure avec elle. Ce qu'on soupçonne pas, c'est qu'elle vit dans le sous-sol, dans une voiture avec son frère, et que pour elle, aller avec des hommes, c'est aussi une occasion de manger autre chose que des restes, de jouir d'un lit, d'une douche, enfin, etc., etc. Et puis ce personnage que l'on pourrait au fond rejeter comme ça, on va découvrir d'une part qu'elle écrit, et ce qu'elle écrit sera ultérieurement publié aux éditions Minuit, donc ce n'est pas sans valeur. Et puis, elle donne des cours de français à un des types qui travaille au self. Voilà. Et là, tout le monde... Oui, un sans-papier, parce que tout le monde pense qu'elle couche avec lui, encore une fois, mais pas du tout. Non, elle a un autre type de relation. Donc, les personnages sont toujours vus dans leur complexité. Je crois qu'aucun n'est ramené à la définition que l'on voudrait en donner. Oui, tout à fait.
Il y a des groupes, des sous-groupes selon les étages, ça va jusqu'au moins 7. Le groupe qui s'appelle les rats, ils s'appellent comme ça entre eux ou ça m'a assez choqué cette histoire des rats. Ils s'appellent les rats tout simplement parce que, c'est un nom qui leur vient de l'extérieur, parce que l'un d'entre eux a un rat apprivoisé. Oui, ça je sais. Voilà. Et donc, comme lui, et comme ils sont toujours ensemble, ces quatre, vraiment, alors là, vraiment, le bas du bas, qui surtout sont occupés à boire, et comme il a ce rat, eh bien oui, ça a été vite un surnom qui leur a été donné, parce que c'est un groupe assez violent, avec toujours ce rat qui est en plus une sorte de symbole de ce qu'ils sont, et voilà, c'est comme ça qu'ils ont été nommés. Il y a aussi les zombies. Mais les zombies, ça c'est une chose tout à fait authentique que m'ont raconté les nettoyeurs. C'est-à-dire que tant qu'ils pouvaient se nourrir avec ce qu'ils trouvaient dans les poubelles. Ces gens qui vivent dans les sous-sols n'apparaissaient au fond qu'après la sortie des bureaux, après, j'ai envie de dire, à la nuit tombée. Et leur surnom parmi les nettoyeurs, c'est les zombies, parce qu'on les voyait apparaître, on ne savait pas d'où ils sortaient, mais d'un soudain ils apparaissaient. Et à partir du moment où on ne pourra plus manger dans les poubelles, les zombies vont errer dans les couloirs, et plus que dans les couloirs, puisqu'ils vont finir par monter eux aussi. Au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, les événements s'articulent de façon surprenante, c'est vrai, et on se laisse prendre avec l'envie de connaître, comme vous le disiez tout à l'heure, comment tout cela va évoluer. Bon. C'est un peu comme une espèce de pôle qui se met en place, beaucoup de personnages interviennent, puisqu'il y en a une cinquantaine. Ce pôle va éclater. Moi, je le vois comme ça. Oui. Et nous sommes spectateurs de ce drame qui se produit à tous les étages, on peut dire. Et bon, c'est une question un peu comme je vous posais, vous ne savez rien. Quand vous avez écrit ça, vous avez pensé à un scénario pour un film? Vous pensez que ce serait... Non. Non. Vous savez, ce serait trop beau. J'ai une amie qui est productrice, qui s'appelle Vera Belmont, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a dit « Ah, ce serait formidable, on pourrait en faire une série pour la télévision. » Je lui ai dit « Mais tu rêves. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'en France on puisse faire ça. Je veux dire, en France, on fait l'éternelle histoire de la belle-mère qui essaye d'accaparer le vignoble dans le Bordelais. Ouais, ça, oui. Oui, voilà. Donc, non, il n'y a aucune chance. Mais moi, comme j'ai la chance de pouvoir écrire des livres et de faire des films, j'ai la prétention de faire des films qui n'ont de réalité que cinématographique et des livres qui n'ont que de réalité littéraire. Et quand j'ai adapté mes livres, ça m'est arrivé une ou deux fois, je l'ai toujours fait comme un peintre qui vient repentir sur une chose qu'il a déjà faite et qu'il refait en la corrigeant, bien entendu. Il y a déjà eu Snowpiercer aussi, vous en avez parlé dans une intervention dans la Oui. qui reprend un argument un peu similaire. Oui, non mais bien sûr, j'ai pas pensé à ça C'était une précisément. bande dessinée d'ailleurs à la base. En fait. Hein? C'était d'ailleurs une bande dessinée Oui. qui a été adaptée ensuite. Vous savez, il y a une série qui est passée à la télé. Oui, non mais moi j'ai tourné Les Vivants et les Morts, oui. Mais ça aussi, ça a été de l'ordre du miraculeux, parce qu'il y a eu une sorte de fenêtre incroyable, avec soudain à la direction des programmes de France 2, un homme qui s'appelle Eric Stemlen, qui est à la fois un économiste et aussi un historien, et qui était quelqu'un qui était capable de toutes les audaces. Et donc ça a pu se faire. Après il est parti, et quand ça a été diffusé, France 2 l'a massacré, et malgré ça, ça a fait un succès d'audience. Mais bon, vous savez, c'est une lutte, il ne faut pas croire que les choses se passent aisément, c'est tout le contraire. Et que, là aussi c'est bien un paradoxe français, le succès est l'ennemi. Si vous faites du succès, ça montre à l'évidence, par contraste, que ce que l'on vous disait de faire et que vous ne vouliez pas faire, ça ne marche pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie, beaucoup d'humour aussi, surtout à la fin. Donc à la fin, il y a des scènes qui sont particulièrement marrantes. Enfin, moi, je me suis marré en tout cas. Tant mieux. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'étais très surpris par la place, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la place que tient le sexe. C'est pas le sexe, c'est la sexualité des uns et des autres, parce que je décris une société... C'est pas l'érotisme en tout cas. Oui, non, c'est...
je décris une société, et dans cette société, eh bien, j'essaie de faire que les personnages vivent dans cette société, c'est-à-dire qu'ils mangent, qu'ils toussent comme moi, qu'ils se mouchent comme moi, qu'ils aient une sexualité, qu'ils aient... voilà, parce que ça fait partie intégrante de l'individu. Il faut qu'il y ait ça, parce que ce n'est pas pour faire des scènes de sexe, et non, il y en a au fond assez peu dans la tour abolie, mais il y a cette présence. Et puis il y a aussi cette idée que je décris un univers confiné, que ce soit les 38 étages de bureaux, etc., que les 7 sous-sols, c'est un univers confiné. C'est presque huis clos. Oui, c'est un huis clos. Huis clos à plusieurs étages. Oui, et donc, dans cet univers confiné, on peut comprendre que les désirs, les sentiments, les pensées, etc., soient exacerbés. On m'avait fait un peu la même remarque à propos de, je crois, des vivants et les morts, en disant, mais ils sont en grève et tout ça. Mais quand j'entends ça, je souris parce que... avant d'écrire des livres, moi j'ai commencé par le début, puisque j'étais ouvrier imprimeur. Et je me souviens très clairement comment, quand nous occupions l'usine, il y avait un climat très particulier entre les femmes et les hommes qui étaient là. Nous passions nos journées ensemble, nos nuits ensemble. Donc il y a plus l'excitation de la lutte, les angoisses, la peur, des choses comme ça. Bien entendu, on est à fleur de peau et bien par moments ça s'exprime et puis on se retrouve avec tel ou tel et voilà, c'est comme ça que les choses adviennent. C'est pas de l'ordre de l'exception. Et puis là, il y a aussi une autre dimension que je veux souligner, c'est que dans les rapports sexuels à l'intérieur de la tour abolie, il y a aussi des choses qui jouent dans l'idée de la domination, de la prise du pouvoir, d'affirmer sa position vis-à-vis des autres. Le DRH, par exemple, qui est un type comme ça, eh bien, fait comprendre aux femmes qui l'entourent qu'elles sont presque... enfin, elles sont sous son regard, en tout cas. Et qu'il y a ce climat-là, que ça existe. Et je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Il faut craindre ni ça, ni la violence. Il y a des scènes dans le livre qui sont des scènes très violentes, mais cette violence, elle existe. Alors, elle n'a pas la même forme. Le 7e sous-sol, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien oui, c'est la lutte pour la vie, et c'est une chose, c'est la violence brutale, presque animale, on peut dire, mais au 38e étage, les combats qu'ils se mènent pour prendre la place de l'autre, pour réussir à gagner en territoire, etc., c'est des combats d'une violence tout aussi grande qui s'expriment dans d'autres formes, et c'est ça aussi qui m'intéressait. Bon, on va raconter la fin, mais non. mais on sent bien que tout va se dégrader, que les choses s'accélèrent. Moi, j'ai trouvé que vous avez une imagination absolument démontrante. Franchement, je ne m'attendais pas à ces fins, même parce que finalement, bon, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez, j'ai l'impression que vous êtes bien amusé quand même pour la fin. Parce qu'à la fin, c'est feu d'artifice, quoi, ça explose. Enfin, oui, enfin, je n'utiliserai jamais le terme, le verbe s'amuser. Je veux dire, quand on... Quel humour. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais quand on écrit... il n'y a pas réellement d'amusement. Je pense qu'il y a une tension, qu'il y a autre chose, quoi. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, il faut arriver à tenir tout ensemble, et je me sens finalement comme un chef d'orchestre qui a devant les yeux, et bien comme ce soir, la salle avec tous les personnages, et doit surtout faire le geste au bon moment pour que les cordes interviennent, faire signe au cuivre qu'il doit jouer plus bas, etc. Non, je pense qu'il y a une jubilation à écrire, mais cette jubilation, elle est une jubilation intime. Parce que vous savez, ça me frappe toujours quand on écrit. Vous écrivez, vous travaillez, vous faites une chose, et puis soudain vous trouvez la phrase exacte que vous souhaitiez écrire, telle que vous vouliez l'écrire. Et ça vous paraît la victoire d'Austerlitz. Et
Après, vous rentrez le soir chez vous et vous dites par exemple à votre femme « Ah, j'ai écrit », et vous dites la phrase. Et elle dit « Ah ouais ?» Et là, on comprend que, eh bien, c'est de l'ordre de l'intime. Ça ne peut pas être public. Il y a des scènes assez marrantes, comme bon, lorsqu'ils font une opération de survie avec un organisme pour qu'ils se rentrent en compétition. Ah oui. C'est fabuleux, cette histoire de l'association de Francis Marguerite de Tim Brunner. C'est génial. Il y a des choses qui se pratiquent dans les entreprises, vous le savez. On fait des jeux de rôle, on fait des choses pour motiver les gens, on fait des choses comme ça. Alors, moi, j'ai eu la chance avec Nicolas Philibert, lorsqu'on a fait notre premier film, on a été reçus chez Gemont Schneider, où il y avait justement une session plutôt, de jeux de rôle. Alors malheureusement, on nous a interdit de tourner, mais on a assisté à la chose. Et ce qui était extraordinaire, c'est que la première chose à laquelle on a assisté, c'était un entraînement à la négociation. Le dispositif était le suivant. Nous étions face à face. Vous faisiez le syndicaliste et je faisais le patron. Moi, je dois vous convaincre qu'il faut renoncer au 13e mois et que cette année, il n'y aura aucune prime, etc. Derrière vous, il y a un écran. Et sur cet écran, l'animateur me donne des indications que je dois suivre sans montrer la moindre émotion. Ce qui était très étonnant, c'est que les indications qui étaient données donc aux négociateurs, entre guillemets, patrons, étaient toutes données de façon très ordurière. Rentre-lui dans la gueule, tu vas pas te laisser baiser par cette salope rouge, etc. Et celui qui faisait le négociateur patron devait rester impassible, poker face. Il ne devait rien montrer de ça, et il devait argumenter dans le sens qu'on lui disait. Déjà ça, c'était assez marrant. Et ensuite, ça dure, puis arrive l'heure du déjeuner, enfin juste avant l'heure du déjeuner. Et là, l'animateur dit, eh bien maintenant, nous allons faire l'igloo. Nicolas, on se regarde, on se demandait ce que c'était. Il y avait là une douzaine de messieurs, tous en costume cravate, très élégants. Et il y avait au milieu de la pièce une table. Et au signal de l'animateur, tous se précipitent sous la table pour arriver à tenir tous les 12 serrés les uns contre les autres sous la table. Et là, on se dit, on est dans le 17e arrondissement de Paris, dans un hôtel particulier qui fait 5 mètres sous le plafond, avec des dorures, des glaces et tout ça, dans une pièce qui doit faire dans les 100 ou 120 mètres carrés, il y a une table, et sous la table, il y a 12 cadres supérieurs de Gemont Schneider. Ça fait des souvenirs. Donc, j'ai décrit aussi ce genre de choses, bien sûr, où les jeux de rôle, où il y a des choses incroyables qui se font. Là, j'en ai décrit un où il s'agit de chasser la concurrence. Donc, c'est des jeux de paintball. Il y a des qui sont désignés comme étant les concurrents, et on part du 2e sous-sol, et le premier arrivé au 38e étage a gagné, s'il a évidemment réussi à tuer beaucoup de... C'est comme les jeux vidéo, sauf en vrai, mais ça se pratique. Et puis la récompense, c'est encore la nourriture. Ah oui, la récompense, c'est un buffet, bien entendu. Il y a tout. Ah bah oui, il y a tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce que je voulais dire et bon, est-ce que vous êtes optimiste suite à ce roman? Est-ce que vous pensez quelque chose comment vous... Non, je pense jamais en termes d'optimisme ou de pessimisme. D'abord, je pense qu'on n'est pas assez riche pour être pessimiste, donc faut mieux pas. Et puis j'ai toujours en tête finalement une phrase d'Antonin Artaud qui m'a beaucoup plu. Antonin Artaud disait à un autre poète, un jeune poète qui s'appelait Prevel, Jacques Prevel, il lui disait « Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prevel ». Eh bien, moi, je crois que c'est cela, moi, qui me gouverne. Je pense que nous ne sommes pas assez révoltés et que nous ne le serons jamais assez. Et voilà, il faut entretenir en soi cette révolte qui nous fait vivre. Je reviens à cette idée de fascisme. On peut dire que c'était une forme de totalitarisme qui se présente à nous.
on voit bien que même Micro. on voit bien que même des gouvernements plus ou moins sociodémocrates s'allient avec des régimes autoritaires. On voit bien que même des libéraux du style Macron, puisqu'il faut lui en parler, sont aussi des gens très autoritaires. Moi, je crois qu'il y a un grand danger qui pèse sur nous. Enfin, je pense que vous en êtes conscient autant que j'en suis. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui en Europe de nombreux pays où des partis néofascistes, voire néo-nazis, siègent dans des assemblées élues. Je veux dire, le vice-président autrichien est d'un parti néo-nazi désigné comme tel. C'est un parti néo-nazi, ça ne s'appelle pas autre chose. Il y a des néo-nazis, évidemment, alors là, très clairement exprimés en Hongrie, en Tchéquie. Pologne. Hein? Pologne. Oui, en Pologne aussi. Mais enfin, je veux dire, On peut même parler d'Israël. oui, enfin, c'est encore. Mais si je reste juste en Europe, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et puis, on fait comme si ça n'existe pas, comme si c'était pas important. J'ai entendu M. Juncker dire à propos de l'Autriche, oh mais on verra bien à l'usage, ils ont été élus, vous savez, etc. Mais c'est absolument fou de penser ça. Et là encore, j'en reviens toujours, c'est pas une obsession chez moi, mais je veux dire que la chose est parallèle. Là aussi, ça appartient à cette revanche de 45 dont je parlais tout à l'heure. Je veux dire, ça revient. Pourquoi on a publié les textes de Mussolini en 28-29 ? Parce que Laurent Ebenstreit, qui était l'éditeur de ça, lorsque nous avons discuté, et qui m'a fait lire des textes que je n'avais jamais lus, c'est des textes fondateurs, c'est des textes théoriques sur la théorie fasciste. Qu'est-ce que le fascisme, hein ? Donc, Mussolini écrit ça. Ce qui était très effrayant, c'est de voir que les 4 piliers du fascisme étaient présents dans tous les programmes des candidats à la présidentielle. Alors tous n'avaient pas les 4 points, mais le Front National, je crois, était le seul à avoir les 4 points. Mais le nationalisme était partagé par tout le monde, l'étatisme l'était tout autant, parce que, par exemple, on se dit, mais non, l'UMP n'était pas étatiste. Sauf que lorsque on lisait le livre de M. Juppé pour un État fort, et qu'on voyait la place qu'il accordait à l'État, C'est pas l'État social. ah non, mais c'était même une vision assez curieuse de l'État, puisque l'État, a priori, devrait être là pour garantir la liberté des citoyens, assurer une sorte d'égalité entre tous. Là, l'État était clairement désigné comme l'instrument devant servir et organiser et réguler le marché. Politique qui avait mené, mais à 100%, messieurs Valls et Hollande. Donc on voyait bien que là, il y avait un détournement. Ensuite, il y avait le 3e point très important chez Mussolini, un programme social qui excluait les syndicats. Et ça, c'était tel que dans le programme de Fillon et de Valls. Ouvertement chez Valls pour liquider la CGT. Le Front National n'a pas voulu les syndicats. Non, mais le Front National, il avait les 4 points. Et puis, le dernier point, c'était cette prétention à être ni de droite ni de gauche. Donc, on voit bien qu'il y a, qu'on est plus ou moins, je dirais, cerné par ce retour, cette réémergence du fascisme et même du nazisme. Alors, l'histoire ne va pas se répéter, mais l'idéologie qui sous-tend ces gouvernements et ces personnes... On peut parler de totalitarisme ? Oui, on peut parler de totalitarisme, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, je me méfie toujours du totalitarisme parce que, d'abord, il n'y a jamais eu, en fait, réellement un pays entièrement totalitaire. Il y a différentes formes. Et puis, bien entendu, le nazisme est un totalitarisme. Le fascisme l'est devenu. Il ne l'était pas au début, mais il l'est devenu. Le stalinisme était un totalitarisme et le capitalisme l'est tout autant. Et donc, si on veut jouer à ce combat... Voilà, exactement. Qu'est-ce que je veux dire On peut, je ne sais pas ce que vous en pensez, passer peut-être à la deuxième partie. Oui, on va... bon, vous avez bien compris que ce livre, bon, il faut le lire, évidemment. Voilà, vraiment, c'est un bon moment. On avait prévu de parler aussi de ce livre qu'a fait Gérard Nordia et Jérôme Prieur, et qui est illustré par Éric Liberge. Ça s'appelle Le Suaire. Je vais vous laisser
Oui. Non, mais le suaire, c'est une chose qui est une très ancienne histoire entre Jérôme et moi. Je voulais, il y a très longtemps, il y a 30 ans, faire un film à propos du suaire de Turin. Pourquoi? Parce que le suaire est peint à Liray, près de Troyes, au XIVe siècle. Il est photographié fin 19e en Italie, et on pouvait penser qu'au XXIe siècle, à Corpus Christi, au Texas, on faisait un film à propos de ça. Donc, c'était l'idée de faire un film sur la peinture, la photo et le cinéma, sans le dire. Le principe narratif étant que l'histoire traverse les siècles. Lucie, qui est l'héroïne au début, celle que vous voyez là, est nonne, travaille dans un lazaret, et donc elle est vierge. Au XIXe siècle, en Italie, elle devient Lucia, et elle perd sa virginité avec son amant. Et au XXIe siècle, elle est Lucie avec un Y, et elle est la cinéaste enceinte qui tourne un film à propos du suaire de Turin. Celui qui, au Moyen-Âge, est l'évêque de Troyes et qui est le cousin de Lucie et fou amoureux d'elle, devient un député socialiste en Italie au XIXe siècle et devient l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans le film de sa femme. Celui qui est le prieur du lazaret devient le père de Lucia en Italie, puis devient le producteur du film. Donc on raconte une histoire à travers tous les siècles. Et le travail que nous avons fait là avec... je pensais en faire un film. Je n'ai pas réussi à en faire un film, et j'ai repensé à une aventure qui m'est arrivée un peu parallèle avec Jean Vautrin. Jean Vautrin a publié un livre sur la Commune qui s'appelle « Le cri du peuple ». Et donc nous sommes allés voir tout de suite notre camarade René Klettmann chez Hachette en lui disant « Écoute, Jean vient de publier ça, voilà, nous voulons tous faire un film sur la Commune, le texte est très bien, j'écris l'adaptation avec Jean et je le tourne. » Banco, 15 jours plus tard, Sabouret, qui était le patron d'Hachette, avait décrété que non, Hachette ne produirait jamais un film sur la Commune. Et c'est là que Jean a eu l'idée d'aller voir Jacques Tardy et de le faire en bande dessinée. Mais j'ai fait la même chose que Jean, qui était un ami et un modèle pour cela. Et donc j'ai fait ça. Et ce qui est très bien et ce qui me plaît beaucoup dans ce travail que nous faisons avec Éric Liberge, c'est que, bien sûr, c'est une bande dessinée, mais c'est un vrai travail d'historico-critique. C'est-à-dire que dans le détail et de l'action et de tout ce que l'on peut voir, que ce soit les costumes, les décors, etc., on est très près de ce qui peut être considéré comme vraisemblable. Il y a beaucoup de choses. Et Éric Liberge, d'abord, est un merveilleux dessinateur, et ensuite, c'est un plaisir de travailler avec lui, parce qu'il n'hésite pas à recommencer jusqu'à ce que nous trouvions exactement la façon idéale de montrer les choses. Et puis, on a pu l'alimenter sans arrêt de documents. Vous regarderez le livre et vous comprendrez tout de suite, mais je vais vous donner deux exemples. Le lazaret que je décris est tenu par des antonistes, donc des moines qui vénèrent saint Antoine. Et dans le livre et dans le lazaret, vous verrez qu'il y a beaucoup de cochons. Pourquoi des cochons? Parce que les cochons, dans la tradition catholique, tous les saints sont associés à un animal. Et saint Antoine est associé au cochon. Ce qui a une importance fiscale. Parce qu'à ce moment-là, les cochons divaguaient partout en ville, mais on payait une taxe sur les cochons. Mais pas les antonistes, puisqu'ils vénéraient saint Antoine. Donc c'était une économie. Rien de cela n'est dit dans le livre, mais on voit passer les cochons. Alors ça m'a fait très plaisir dans une librairie de voir un monsieur qui connaissait saint Antoine et qui a tout de suite repéré les cochons. Et puis autre chose, il y a un moment dans la BD, on brûle des hérétiques et des juifs. Et par chance, dans un livre de Leonardo Sciascia, il cite un texte du XIIIe siècle qui est la description d'une exécution par le feu. Parce qu'on est tellement habitué au cinéma à voir le truc, on amène le type ou la fille, on l'accroche au poteau, on met le feu, et puis voilà. Mais ça ne se passait pas du tout comme ça.
c'était tout un cérémonial où apparaissaient les ordres ecclésiastiques, les ordres séculiers, les prisonniers selon tout un rite, etc. Et ça, c'était un document formidable pour le dessinateur, parce que il avait à dessiner en s'appuyant sur quelque chose il pouvait avoir de l'imagination, je dirais, sur des bases historiques extrêmement solides. Et dans le Suaire, c'est une grande histoire d'amour aussi, entre un évêque qui ne peut rien faire vis-à-vis de sa cousine, qui en plus est nonne, mais au 3e tome, il sera passé beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un grand plaisir de faire ça, et c'est finalement, je crois que, parce que je ne connaissais pas grand-chose à la bande dessinée, je me suis un peu intéressé à ça depuis, et je me dis que peut-être dans 10 ans, eh bien, l'enseignement de l'histoire passera par ça, par la bande dessinée, parce qu'on voit dans les travaux qui sont faits une qualité historique sur le travail, enfin sur la recherche historique. Je pense à une chose en particulier sur je crois, les 4 premiers tomes d'une bande dessinée qui s'appelle Murena, qui parle de Néron. J'avais discuté avec Dominique Collard, qui est le conservateur de la numismatique à la BNF, qui nous avait dit combien il était admiratif du travail qui était fait là, tant sur le plan des costumes que des décors, que de l'action elle-même. Parce qu'on rigolait entre nous de Rome, la série américaine, et lui, il avait eu cette réflexion merveilleuse, il disait, quand même, les Américains doutent de rien, on ne ferait pas un film sur 14-18 en habillant les soldats comme sous Louis XIV. Ce qu'avaient fait les Américains, ils s'en foutaient complètement, ils avaient inventé n'importe quoi. Et là, dans Murena, il y avait une chose très précise, très bien. Après, le dessinateur de Murena, malheureusement, est décédé, et puis le scénariste a déraillé, ils ont sorti des trucs qui n'ont plus aucun intérêt avec les chrétiens, les machins comme ça, qui étaient là, on s'égarait pour passer de l'histoire à la bondieuserie. Mais là, on est dans l'histoire, tout en gardant, je dirais, une dimension romanesque et aventureuse. C'est ça, le graphisme est particulièrement joli, hein, je trouve. Ah oui, oui, c'est très très joli. Non, c'est un dessinateur. Et moi, j'ai vu aujourd'hui les 35 premières pages du tome 2. Je ne vous dis que ça. Je pensais que peut-être dans la salle, les personnes auraient envie de vous poser des questions.